Bonjour à toutes et à tous à ce séminaire donc, de l'EFEO Paris. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Dutournier, donc, qui est sinologue, spécialiste du savoir lettré, notamment à l'époque des sons. Il est actuellement et depuis quelques années responsable du centre de l'EFEO à Pékin, et qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel il travaille en vue de deux publications dont il parlera peut-être au cours de sa présentation, autour des questions patrimoniales en Chine et de sorte d'évolution dans un panorama historique tel que je le comprends, en tout cas d'après le titre, allant de l'antiquarisme lettré à des formes plus contemporaines, et en tout cas peut-être une nouvelle approche de la notion de patrimoine telle qu'elle est en jeu actuellement en Chine. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Guillaume pour une intervention d'environ 1 heure, et nous garderons donc 20-25 minutes ensuite pour échanger avec lui. Voilà, Guillaume, je te laisse la parole. Merci Christophe, merci à tout le monde, merci aux auditeurs. J'imagine que le son passe, donc je pars du Oui. principe que vous m'entendez. Je suis très heureux de cette occasion qui m'est donnée de présenter mes travaux. D'abord parce qu'il me semble, si j'ai bien compris, qu'une partie du public n'est pas forcément sinologue, donc disons que le cadrage, toujours profitable quand il s'agit de s'adresser à une audience plus large que les collègues très spécialisés. Par ailleurs, l'ubiquité que confère ce format un peu frustrant de la visioconférence, dans la circonstance, m'apporte un peu de réconfort, car je devrais être à Pékin et je suis malheureusement à Lyon. Et disons que par le truchement de l'Internet, je pense qu'actuellement, il y a des gens qui m'entendent également de Chine. Donc, je vais commencer sans tarder, puisqu'il y a de la matière, par une définition a priori de la modernité. Non pas par goût de la philosophie de l'histoire, mais par souci de clarté et de cohérence. En effet, cette notion de modernité est inséparable de l'idée de patrimoine dont nous allons parler aujourd'hui, et par ailleurs, nous pratiquons les sciences humaines et sociales, qui sont une des expressions intellectuelles de la modernité. Alors, inspiré par la lecture de François Hartog, on dira simplement que la modernité est la conscience partagée dans une société donnée, qu'une brisure fondamentale a eu lieu, ou est en train d'avoir lieu, dans l'ordre du temps. Les projets modernes peuvent être extrêmement divers, ils impliquent toutes sortes de groupes. Reste ce dénominateur commun, au fond purement logique. La modernité n'est compréhensible que relativement à son envers, les anciens, la tradition, l'âge religieux, la vieille société, dont elle signe à la fois la désuétude et l'objectivation, selon des degrés variables de rejet ou de reconnaissance. L'expérience moderne, c'est d'abord un rapport distancié à une multiplicité de passés, ressaisi en un monde d'hier, en vis-à-vis duquel le présent, rendu de ce fait plus présent à lui-même, en vient à reconnaître sa spécificité au regard de tout le reste. Dans tous les cas, et toujours en première approche, cette présence à soi de la modernité situe cette dernière à une distance considérable des entreprises de renouvellement qui peuvent caractériser, bien entendu, les époques non modernes. Mais il y a, à mon avis, deux différences fondamentales. Dans le projet moderne, comme l'a dit Reinhard Koselleck, l'horizon du temps se laisse définir par rien qui précède. Il n'y a pas, comme dit Koselleck, d'attente excusez-moi. Koselleck énonce la chose suivante: il n'y a aucune attente dans la modernité, aucune attente ne se laisse plus déduire de l'expérience jusqu'alors vécue. Ce qui est différent, par exemple, d'une civilisation comme la civilisation traditionnelle chinoise, où nous le verrons, le passé joue un rôle moteur dans la définition du présent. L'autre différence de nos projections modernes, c'est que, à mon avis, il y a un projet moderne en tout et pour tout, par-delà la diversité des expériences historiques de modernisation. En effet, à partir du moment où on se situe dans la modernité, tout ce qui advient se situe en fait dans un horizon d'attente qui est celui, par principe, de l'humanité entière. De ce double postulat moderne, il ne faut pas que j'oublie le PowerPoint qui doit défiler en même temps que mon propos.
Il faut pour cela que j'active mon clavier. Nous y sommes. De ce double postulat moderne, dépendance relative de la modernité à ce qui la précède, inscription de chaque société, moderne ou non, dans une histoire universelle, la question du patrimoine apparaît comme une actualisation complexe. Appliquée depuis plusieurs décennies à de vastes domaines, aussi bien qu'à des classes et sous-classes de plus en plus variées, en tout cas bien au-delà de la seule dimension du patrimoine bâti, le terme, dans son acception moderne, ne caractérise pas tant un ensemble de choses qu'un certain type de rapport aux choses et aux hommes. Dans le propos d'aujourd'hui, je vais d'abord montrer en quoi ce rapport peut être dit typique d'une modernité qui s'accentue, et pour cela, je procéderai à des allers-retours entre l'expérience patrimoniale européenne et la chinoise. Dans un deuxième temps, qui en principe devrait durer plus longtemps, nous aborderons différents moments de l'histoire chinoise afin d'éclairer la façon dont la conscience patrimoniale en Chine s'est progressivement dégagée d'une certaine attitude traditionnelle à l'égard du passé, la question étant de savoir jusqu'à quel point. Mon propos ne sera donc pas linéaire. À l'horizon de cette réflexion, il y a l'actualité du patrimoine en Chine et notamment l'engouement spectaculaire qui suscite depuis le milieu des années 2000 la notion de patrimoine culturel immatériel. Faute de temps, je ne pourrais pas aborder frontalement cette question du fei yi, le fei wuzhi wenhua yichan, le patrimoine culturel immatériel, qui est sur toutes les lèvres dans les localités chinoises aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai modifié le titre de mon intervention, en tout cas le sous-titre. C'est une réflexion en cours, entamée à partir de ma thèse et qui s'est nourrie d'au moins 2 enquêtes de terrain dans la province du Shanxi, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais aussi de nombreuses lectures échappant à mon premier domaine de spécialisation, l'anthropologie historique du confucianisme. Je tiens la bibliographie de ces lectures à la disposition de ceux parmi vous que tel ou tel point pourra intéresser, sachant qu'elle doit être enrichie bientôt de 2 publications collectives. Donc Christophe, ce ne sont pas des ouvrages que je signerai à moi tout seul, mais ce sont bien des travaux collectifs qui doivent paraître sous l'égide du centre FEO de Pékin. Ces 2 publications étant un volume de sinologie européenne qui doit paraître dans l'année, qui porte sur les comparaisons, axées sur la Chine, mais néanmoins avec des comparaisons avec l'Europe et l'Inde, la Rome antique, l'Inde, un peu la Grèce, la France et donc bien sûr la Chine, que je prépare donc avec mon collègue de Pékin, Max Fulster, et également un numéro, j'ai du mal à faire fonctionner, voilà, un numéro de perspective chinoise qui doit paraître donc normalement très bientôt, qui porte précisément sur la question du patrimoine immatériel. Alors, je prends le mot réflexion du titre aussi bien en termes analytiques qu'en termes de retour sur soi. Et c'est pourquoi la dimension comparative aura une importance particulière dans ma démarche, ce qui, bien entendu, ne fait aucunement de moi un spécialiste des champs de recherche où je m'en vais humblement braconner. Alors, à chaque fois que j'appuie, ça ne... Non, excusez-moi, je ne sais pas comment je peux rendre les choses plus fluides pour le défilé. Bon. Alors, je vais passer très vite sur cette première partie, néanmoins, elle me paraît importante, pas seulement pour contextualiser ce qui advient en Chine depuis un bon siècle, mais aussi pour comprendre les enjeux de l'analyse du patrimoine. En France, on le sait, l'usage du vocable patrimoine est en croissance exponentielle depuis les années 1960, période où il a commencé à occuper une place grandissante dans le discours officiel aux côtés des monuments historiques, eux-mêmes détachés depuis le XIXe siècle des simples monuments à valeur cultuelle ou commémorative. Au cours de cette période qui va de la Révolution française à aujourd'hui, les États-nations européens, en formation, ont intégré au nombre de leurs prérogatives le traitement inventorial ou conservatoire des artefacts d'époque révolue au bénéfice d'une nouvelle vision de l'homme. Il y a eu des variations, mais les États européens se sont inspirés mutuellement et ils ont évolué selon une ligne à peu près similaire. Indissociable de l'émergence du musée comme lieu d'éducation du peuple, cette institutionnalisation de la visibilité du passé s'est d'abord cantonnée à la sélection restrictive de bâtiments d'époque lointaine et d'intégrité variable, Antiquité, Moyen-Âge essentiellement. Puis, donc ça a été la phase après des nationalismes européens. Et enfin, depuis les années 60, nous assistons à une triple extension, mon PowerPoint, décidément, une triple extension typologique, chronologique et géographique des pratiques de sélection et de conservation. Non seulement les listes patrimoniales ont été intégrées
ont alors intégré de nouveaux types de biens, des bâtiments mineurs ou vernaculaires, des ensembles bâtis, des portions de tissus urbains, mais en outre, elles se sont ouvertes à des réalisations récentes, voire contemporaines. C'est la question du patrimoine architectural du XXe siècle, par exemple. Dans le même temps, ou à partir des années 60, cette patrimonialisation des États s'est dotée d'instruments normatifs de portée plus générale. Donc, c'est passé essentiellement par l'UNESCO. Un principe fait désormais consensus, c'est que l'impératif de conservation et de transmission aux générations futures n'est plus seulement l'affaire des États, elle intéresse l'humanité en tant que telle, et donc la communauté internationale. Je passe rapidement sur ces points qui sont connus des collègues de l'EFEO. Il y a évidemment des problèmes qui sont anticipés par les experts de la question, ceux de l'inflation patrimoniale, voire du narcissisme patrimonial, c'est-à-dire le paradoxe d'une frénésie conservatoire qui, à vouloir conjurer la perte du passé par des procédures de plus en plus détaillées, pourrait surtout hâter la disparition dans nos sociétés de tout sens communautaire véritable et de toute capacité à édifier. Je passe sur la question de la Convention du patrimoine immatériel qui est promulguée en octobre 2003 et que la Chine a ratifiée en 2004 après quoi il y a eu une politique extrêmement active aussi bien au niveau gouvernemental central que dans les localités pour s'emparer de cette thématique patrimoniale de ce qu'on appelle en chinois le FEII, l'acronyme du patrimoine culturel immatériel. Excusez-moi. Alors, il faut caractériser un petit peu cette configuration patrimoniale moderne. Je l'organise autour de la notion de distanciation à partir de deux entrées. Il y a deux modalités de la distanciation. La première, c'est la réflexivité. Qu'est-ce que j'entends par réflexivité? C'est une capacité, une orientation relationnelle, une capacité collective à modifier les actions engagées par certains groupes ou individus en réponse à des demandes ou à des oppositions exprimées par d'autres ou au nom d'autres. Les conduites réflexives existent dans toute société, mais ce n'est qu'avec les projets modernes qu'elles tendent à se stabiliser sur la base d'exigences nouvelles. Ça n'est pas seulement la question de l'espace public qui a été bien formulée par Habermas, mais c'est la question de la pluralité des publics dont parle l'historien Frédéric Graeber, qui n'existe que par la conscience pour chacun de ces publics de participer à quelque chose de public. Les supports de publicité dont se dotent les acteurs leur permettant de se réclamer du public en général. Telle me paraît être la configuration plurielle, potentiellement conflictuelle et forcément évolutive où prennent place les mises en visibilité du passé dans les sociétés modernes. Les supports matériels de cette visibilité délimitent des lieux réflexifs où ces sociétés témoignent à elles-mêmes de ce qu'elles ne sont plus. Mais ces supports peuvent aussi devenir des points de cristallisation où se révèlent des tensions entre groupes. Et la difficulté pour nous qui, d'une certaine façon, demeurons encore dans cette configuration patrimoniale, c'est de l'envisager comme le co-engendrement de processus d'idéation collective et de transformation sociale. En effet, les dimensions idéales et morphologiques sont étroitement liées dans cette configuration. Pour le comprendre, un mot rapide sur la Révolution française. François Hartog en parle dans son ouvrage sur les régimes d'historicité et dans d'autres ouvrages, mais il en parlera également dans un article que nous publions dans Sinologie européenne, traduit en chinois, mais qu'il a présenté dans notre cycle de conférences. Les travaux d'Hartog et ceux d'autres spécialistes montrent qu'il y a au moment révolutionnaire français une vision téléologique de la patrimonialisation qui se fait jour. C'est une vision, disons, native. C'est la vision des révolutionnaires eux-mêmes qui prétendent hériter du passé et en être en quelque sorte les dépositaires, les régénérateurs à travers la notion des Lumières et la mise en visibilité, la mise au public d'un patrimoine, le mot n'existe pas encore, à destination du peuple. Pour les révolutionnaires, c'est une victoire sur l'histoire. C'est une victoire contre l'Église qui n'a pas été capable de, selon eux, de définir clairement le statut collectif des reliques de saints. C'est une victoire contre la royauté qui avait une pratique itinérante de la présence dans les châteaux et les régalias se perdaient régulièrement. C'est enfin une victoire contre les collections privées qui ont amassé des trésors pour les seuls connaisseurs et les puissants et pas pour le peuple qui est le nouveau destinataire du musée et des monuments historiques. Nous
avec la Révolution, nous entrons donc dans une projection politique indéfinie qui relie pour la première fois un passé déclaré révolu, mais encore exploitable symboliquement, avec un usage patrimonial supposément perpétuel, mais désormais encadré et étatisé. Cependant, André Chastel, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, fait remarquer qu'il y a évidemment des différences d'appréciation selon les groupes. Et l'état de l'admiration n'est pas le même, il est à géométrie variable. Et il y a un bon exemple dans son ouvrage sur la notion de patrimoine de Goethe, se trouvant dans les alentours de Vérone et sortant son carnet de croquis pour dessiner une belle ruine à la frontière entre le territoire de Venise et l'Empire d'Autriche, et se faisant interpeller par des locaux qui lui disent « Mais quel intérêt de griffonner sur ce mur qui est avant tout une forteresse de frontière, enfin quelque chose qui nous intéresse militairement ». Dans ce type d'exemple, on voit une friction, un croisement de perspectives où s'impose un autre aspect de la réflexivité qui n'est plus, un autre aspect de la distanciation qui n'est plus la réflexivité seulement, c'est-à-dire la question au fond, qui sommes-nous et qu'est-ce qui fait corps dans notre façon d'être ensemble, mais la question de l'objectivation. Le carnet de croquis de Goethe permet d'objectiver. Pourquoi? Parce qu'il met en série différents types de monuments et cette mise en série sélective lui donne un avantage qualitatif certain sur ses interlocuteurs locaux. Alors, en gros, puisque le temps file, le background, si on veut, de mon approche sur qu'est-ce que cette configuration patrimoniale moderne, c'est cela. Alors, excusez-moi, pas facile de ne pas sentir les réactions du public, donc je ne sais pas si le message passe, mais bon, je l'espère. Je continue. Un point quand même sur Riegel et cette notion de monument historique qui est connue sans doute de beaucoup, c'est la notion très importante que ce qui apporte le concept même de monument historique, c'est une rupture, une discontinuité avec précisément la continuité d'intention qui prévalait dans les monuments, mais à l'époque où ils étaient directement en lien avec des pratiques dévotionnelles, des pratiques rituelles. Je crois que c'est Riegel ou alors c'est peut-être Chastel, qui indique que dans nos sociétés, finalement, le monument intentionnel qui reste, c'est le cimetière ou le monument aux morts. C'est à peu près le seul résidu de ce qui, à l'origine, est le lot commun de toute édification architecturale, si l'on veut. Voilà pour le portrait robot de la configuration patrimoniale moderne. Il y a 3 dimensions, en fait. L'historicisation, la sélection et la pluralité des perspectives dans cet ensemble que je viens de délimiter. Et c'est donc là que nous allons rejoindre la Chine, puisque pour ce qui est de l'historicisation, c'est l'idée que, en gros, quand on est moderne, on a de plus en plus conscience, c'est une idée avancée par Bruno Karsanti, que les valeurs sont le produit des sociétés et non pas qu'elles nous tombent du ciel, qu'elles sont hétéronormées, qu'elles viennent d'une altérité divine ou autre. Donc, cette idée-là, elle est bien présente dans l'émergence du patrimoine chinois, tout récemment à travers le patrimoine immatériel, puisque nous avons une discipline, le Minsu-Xue, les folklore studies, qui sont très directement impliqués dans l'élaboration des projets de patrimoine immatériel. Avant cela, il y a, puisque donc mon objet est une mise en perspective de ce moment patrimonial, de grande ferveur patrimoniale en Chine, il y a le moment architectural sur lequel je voudrais m'arrêter un moment. En effet, la disciplinarisation de l'architecture apparaît également comme un marqueur de ce basculement dans le sociocentrisme. Ça passe par une disciplinarisation, bien entendu. En France, dès le XVIIe siècle, il y a, j'avais trouvé ces informations chez Chastel, sous la houlette royale, donc, une institution qui permet de former les spécialistes de l'architecture. En Chine, cela s'est passé plus tardivement,
Et une figure très paradigmatique, c'est celle de Liang Sichang. En effet, Liang Sichang, architecte avec son épouse Lin Huiyin du début du siècle, mort en 72 ou 71, je ne me souviens plus très bien, en pleine révolution culturelle. Liang Sichang est une figure exemplaire d'une certaine élite qui, au tournant du XXe siècle, s'est extrait de la tradition chinoise et a épousé une certaine façon de penser occidentale dans l'espoir de résoudre, en termes de reconstitution nationale, les problèmes liés au bouleversement de la fin de l'Empire. Alors, mondialement reconnu pour ses travaux d'histoire architecturale, c'est quelqu'un qui a été crédité après sa mort, sur la base de propos allégués par un disciple, d'avoir usé de son influence pour sauver notamment Nara et Kyoto des bombardements américains au Japon. Mais cette aura posthume de pionnier de la défense du patrimoine culturel mondial ne doit pas occulter le fait qu'il est aussi, c'est le fils du grand lettré Liang Qichao, né au Japon, occidentalisé, il est aussi un fervent défenseur de la standardisation des matériaux et des modes de construction. L'approche donc, sous l'influence des modernistes occidentaux Gropius et Le Corbusier, il est amené à participer à la société d'architecture. Je vais passer ces détails. En tout cas, il est exemplaire, il est, disons, typique, c'était mon point sur la question du sociocentrisme, de ce qu'on appelle le fonctionnalisme architectural, c'est-à-dire le fait de concevoir l'espace de la vie en société par zone, et donc d'avoir cette conception générique de l'activité humaine, qui est typique de la modernité. Et ça se voit dans la façon dont il traite les portions de bâtis anciens dans les villes, puisque dans sa proposition de restauration, enfin de préservation du vieux Pékin, il avance l'idée que Pékin est un tout organique. Or, en disant cela, il ne va pas défendre l'idée que la vie des gens doit être intégrée à ce tout. Au contraire, il le conçoit comme extérieur aux fonctions essentielles de la vie moderne. Alors, un exemple parlant qui est abordé dans la thèse de Xie Lingqiong soutenue en 2016 à l'EHESS, c'est celui de la pagode Liuheta de Hangzhou. Je vais sauter à pieds joints sur cet exemple, mais en gros, c'est le projet de Liang Sichang qui a été présenté en 1935, a consisté à se fixer sur une époque supposée originaire, supposée authentique de cette tour. La tour a été bâtie effectivement à l'époque des Song. Et donc le modèle proposé par Liang Sichang se calait sur une représentation figée de cette période des Song. Or, ce que montre l'histoire d'un bâtiment comme celui de Liuheta, c'est la vitalité des reconstructions et l'importance du tissu relationnel qui les fait exister dans l'espace social. Et il y a notamment la stèle laissée par l'empereur Qianlong. Toute cette vitalité traditionnelle est écrasée à partir du moment où un intellectuel architecte tel que Liang Sichang décide de, en quelque sorte, figer les choses. Oui, je n'ai pas d'autre terme qui me vient. Et donc, de se fixer sur un modèle formel définitif. Je passe sur la controverse qui a occupé Liang Sichang et un de ses collègues, Chen Zhanxiang, controverse qu'ils ont perdu, ils ont été finalement perdants. Et je me précipite vers la fin de cette première partie en rappelant que la comparaison est évidemment très présente en Chine, comme elle l'a été dans les États-nations européens au moment de l'émergence de ce modèle patrimonial, puisque les États européens n'ont cessé de se copier mutuellement. La science allemande de l'inventorisation a fortement influencé la France de la Troisième République. La France elle-même a inspiré l'Europe, puis le monde par la clarté de sa législation sur les monuments historiques. Quant à l'Italie, elle fait très tôt référence dans toute l'Europe pour le profit économique qu'elle tire des ruines de Rome. Alors,
La Chine modernisatrice fait moins que jamais exception à ce niveau-là. Tout comme les pays d'Europe dans leur phase de construction nationale, et à l'instar des pays longtemps restés sous influence étrangère, la Chine, en voie de patrimonialisation, se compare aux pays contemporains. Compte tenu des soubresauts politiques, les références sont évidemment fluctuantes et les modèles d'un jour peuvent devenir les repoussoirs d'un autre. C'est ce que montre par exemple en RPC, après une première décennie où les préconisations sont pour l'essentiel suivies, les préconisations de l'URSS, eh bien, le fait que la Chine se détourne des experts soviétiques à partir des années 60 et elle scellera cette rupture à travers la destruction des murailles du vieux Pékin et de la quasi-totalité des anciennes portes. La référence à l'Europe et au Japon, en revanche, sera plus durable. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier point. Je passe sur la diversité d'usage. On aura sans doute l'occasion d'y revenir en conclusion. Un temps non pas d'entracte pour moi, mais de transition, disons, méthodologique, pour dire un mot de l'approche qui a prévalu précisément à cette époque d'émergence du modèle patrimonial en Chine, donc sous la République, au moment où les traits modernisés mis à l'école de l'université occidentale et d'un savoir à prétention scientifique se sont tournés vers leur propre passé pour en comprendre non pas la logique, mais la capacité à fournir des indications pour moderniser la Chine. Et bon, je cite un article de Wang Kungwu qui n'est pas vraiment sur ce point-là, mais qui est une sorte de, disons, bon, je passe, un excellent article qui fait le point sur qu'est-ce que les Chinois entendent par le souci du passé. J'en reste à ce que je voulais dire à l'instant. Ces chercheurs de la République, comme Wang Kowei, Luo Jianyu, commencent à porter un nouveau regard sur certains lettrés des Song, notamment, dont il faut les pionniers rétrospectifs d'une nouvelle discipline, le Qingshixue, littéralement l'étude des métaux et des pierres. L'expression désigne en fait une approche plus systématique des inscriptions sur bronze et sur stèles, laquelle a effectivement fait son chemin parmi certains groupes d'érudits des Song du Nord, avant d'influencer la cour impériale à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, avec la monumentale collection Xuanhe de l'empereur Huizong, dont on parlera tout à l'heure. Voici comment Wang Kowei parle de ces lettrés des Song. De nombreux domaines contemporains du savoir ont commencé avec les hommes de la dynastie Song. L'étude des inscriptions sur métaux et pierres est un exemple de ce qu'ils ont inventé. En s'adonnant à cette étude, les hommes des Song se sont pleinement engagés dans tous ces aspects, compilation, description, identification et usage. En moins de 100 ans, ils ont formé une discipline. Plus proche de nous, un sinologue des années 60, Richard Rudolph, loue les lettrés des Song pour la modernité de leur approche, affirmant que dès le XIe siècle, ils se situent déjà bien au-delà du cabinet de curiosité, encore courant en Europe à une date beaucoup plus récente, et se trouvent engagés dans une recherche intelligente, dit-il, soucieuse d'identification, d'étymologie, de datation et d'interprétation. Constatons qu'aujourd'hui, l'appréciation en Chine de ce passé millénaire semble avoir changé. En tout cas, c'est le cas d'un de nos collègues de l'Institut d'histoire des sciences naturelles, Su Longyu, qui nous fournit également un article dans ce numéro de Sinologie européenne que nous allons publier. Dans cet article, Su Longyu critique le savoir des Song et a un jugement globalement négatif. Si je liste les défauts qu'il voit à ce Qingshixue des Song, c'est la focalisation exclusive sur les inscriptions au détriment des formes, la limitation au seul passe-temps, à la seule dimension affective, l'incapacité à développer un sens analytique des différentes époques, pas d'influence sur le reste de la société, et enfin une compromission avec la pratique du moulage de nouveaux bronzes imitant les anciens. Alors, l'écart d'appréciation entre le savant chinois des années 20 et celui des années 2020 est éloquent. Dans le cas de Wang Kowei, il montre que l'ardeur modernisatrice de la fin de l'Empire et de la République s'est faite en occultant les continuités historiques qui étaient bel et bien à l'œuvre, aussi bien dans la trajectoire historique de la Chine que dans le moment critique de son auto-examen sous le signe de la science. On retrouve là un biais anachronique
qui est à l'œuvre dans de multiples champs du savoir, et notamment dans l'émergence de la philosophie chinoise au cours du XXe siècle, et l'application rétrospective d'une respectabilité philosophique aux élaborations de la pensée des traits traditionnels. C'est tout le travail d'Han Sheng, notamment, que de l'avoir montré. C'est conscient des dangers de l'anachronisme que tout un nouveau courant d'études, appelons-le histoire des sciences, pour faire simple, s'est constitué pour penser l'émergence des projets scientifiques dans ses termes propres, cela amenant aussi bien à une révision de l'histoire des Lumières en Europe qu'à une redécouverte des trajectoires d'objectivation du monde dans les sociétés non européennes. Alors, c'est, me semble-t-il, dans ce vaste ensemble des Heritage Studies appliqués à la société chinoise c'est sur fond d'histoire des sciences que les Heritage Studies font sens, car on trouve finalement les mêmes biais anachroniques dans certaines façons de décrire le passé chinois. Par exemple, quand on affirme, comme le fait un historien chinois des années 90, que les temples de Confucius sont en fait les premiers musées de l'histoire mondiale. Le détour par l'Europe l'aura assez montré. La configuration patrimoniale moderne, avec les contours que j'ai tenté de préciser à l'instant, n'arrive pas tout armée dans le cerveau des modernes. Elle résulte d'un processus d'émergence de très long terme qu'on ne peut documenter qu'en tenant compte de l'univers mental et donc de la société particulière où il se produit. Si bien que même de manière très synthétique, et à l'instar de ce que nous venons de faire pour l'Europe, il faut dire un mot de ce fonds institutionnel, en vertu duquel, bien avant l'âge patrimonial, une certaine attitude des Chinois à l'égard du passé, pour reprendre le titre d'un article de Simon Leys, que nous allons méditer, s'est imposé comme le présupposé de toute action ayant pour objet les traces du passé. Cette attitude chinoise quant au passé, le voici, le cher Simon Leys, qui est pour les non-sinologues, je précise, hein, donc le pseudonyme de Pierre Rickmans, et qui est une grande figure à la fois intellectuelle et morale, puisque c'est le premier intellectuel français à avoir dénoncé les errements du maoïsme au moment où la maophilie tenait le haut du pavé en France, en Europe même. Simon Leys, dans cet article tout à fait extraordinaire, d'il y a une trentaine d'années, je cite ce passage. Il fait deux constats paradoxaux. Hein, je résume, et c'est vraiment c'est quand même extraordinaire d'avoir réussi en une dizaine de pages à saisir autant de points essentiels, cruciaux, tout en ouvrant des perspectives à des développements futurs, puisque c'est aussi un article un peu daté, mais qui mérite véritablement d'être relu. La première affirmation paradoxale est la suivante: le passé, qui continue à animer la vie chinoise de tant de façons saisissantes, inattendues et subtiles, semble donc habiter les gens plutôt que les pierres. Ce passé est à la fois spirituellement actif et physiquement invisible. L'article décline un peu plus tard. Les destructions dont il est question ici interviennent typiquement lors des changements de dynastie, lorsque un nouveau pouvoir s'affirme, ce qui nécessite la neutralisation symbolique du ou des pouvoirs immédiatement antérieurs, ce qui passe souvent par un changement de capital et par la destruction des collections impériales. Mais cet aspect-là, l'aspect spirituel, hein, dit Simon Leys, a aussi un caractère plus ordinaire. Alors, il porte un regard laudatif sur cet aspect-là, hein, et c'est un point que je veux souligner également. Il cite un auteur américain, Frederick Mott, un grand sinologue américain, qui a eu la même intuition que lui quelques années auparavant. C'est lors de la republication de son article en 1998 qu'il découvre en fait rétrospectivement l'article de Frederick Mott. Je passe pour aller un peu à l'essentiel. Autre constat paradoxal important sur lequel il faut s'arrêter. Il parle là des politiques chinois qui lui sont contemporains, ceux des années 70, puisque Simon Leys est allé 3 fois en Chine, et la dernière fois, je crois bien que c'était en 74 ou 75. Donc, quand il écrit en 87, il a une vision très Wenke, très révolution culturelle de la Chine, mais néanmoins, son propos est intéressant. Ce refus de s'examiner soi-même à une certaine profondeur condamne la Chine populaire à piétiner sur place, à se colter avec elle-même en aveugle et à rééditer périodiquement des explosions stériles du type de révolution culturelle. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est intéressant de le lire aujourd'hui, ce passage, parce qu'il rend sensible le fait que la Chine n'en est plus dans les années 2020 au même point de sa trajectoire patrimoniale.
c'est donc ce que je signalais en ouverture, toute cette revalorisation des pratiques traditionnelles, UNESCO compatibles, et donc qui est étudiée notamment par l'anthropologue Caroline Baudelec, qui parle à ce sujet de gouvernance par la culture. Alors, face à ce phénomène d'ensemble, une question aussi cruciale que difficile se pose. Quelle signification historique recouvre ce moment patrimonial que traverse la Chine et quel bilan en tirer en termes d'analyse des processus de moyenne et de longue durée qui ont vocation à nous intéresser, par exemple, à l'FAO? Un bilan semble avoir été tiré en Chine. Et c'est notamment le savant Cao Pingjong de Peida qui l'exprime quand il affirme que le mouvement du FEII est en fait marque la sortie définitive de la révolution culturelle. L'hypothèse de Cao Pingjong est intéressante, mais ce qui m'impressionne davantage en confrontant l'article classique de Simon Leys et le bouillonnement actuel autour du FEII, c'est que les dirigeants modernisateurs sont passés eux-mêmes du côté de la description. Ce que j'entends par là, c'est que ce que dit il y a une trentaine d'années, en se basant sur les années 70, Simon Leys, sur cette idée du spirituel, qui est en fait la force de la civilisation chinoise qui se renouvelle en permanence tout en détruisant ses vieilles pierres. Et c'est en fait le propos que la gouvernance actuelle chinoise tient sur sa propre vitalité culturelle. Donc il y a une explicitation par l'immatériel qui s'est faite côté chinois. Alors la question c'est, cette explicitation traduit-elle un gain en réflexivité, pour revenir à mon propos liminaire, ou est-elle informée par des logiques d'un autre ordre? Bon, il va falloir que je tranche dans le vif si je veux avoir le temps de traverser tout l'arc que j'avais prévu de... bon, il y a évidemment matière à faire un texte un peu long, qui pourrait être en deux parties. Alors, retour non pas au Song, j'en suis désolé, mais un peu en amont des Song, puisque nous allons parler un tout petit peu de ce fonds institutionnel chinois. C'est bien un historien des Song, Conrad Shikorer, qui exprime cette phrase, qui formule cette phrase au sujet du statut du passé en Chine. Le passé n'est pas d'une seule pièce. C'est quelque chose qu'on oublie lorsqu'on parle, par exemple, des 5000 ans d'histoire, comme aime à le faire le gouvernement chinois, ou quand on a une vision monolithique de la continuité chinoise. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que ce n'est pas une question d'historiographie seulement. C'est qu'il y a un temps d'une autre nature que l'histoire qui échappe à la successivité. C'est l'Antiquité qui, pour les lettrés d'époque même tardive, est bien plus qu'une période. C'est le temps des saints rois de l'Antiquité, à l'aune duquel toute autre époque est une époque ultérieure, car il est, au fond, une modalité de l'action pour le présent. Donc, cette modalité d'action, on peut l'appeler l'immémorial, si on veut, hein, pour clarifier les choses. C'est anhistorique, mais au sens, c'est actif dans le présent de l'agir lettré. Alors, ce qui véhicule cette efficience d'un passé immémorial, c'est évidemment, en Chine, les classiques, une catégorie de textes privilégiés dont la raison d'être est de donner forme lisible à l'idée de totalité. De ce type de texte, la sinologie occidentale a dit beaucoup de choses, et je renvoie aux travaux classiques d'Han Chang et de Léon van der Merch sur le sujet. Ce sur quoi je veux insister, c'est sur l'idée qu'il y a une pluralité des classiques d'emblée, et que cette pluralité exige de ceux qui en sont les dépositaires et les éditeurs, en fait, et bien de constamment jouer avec cette pluralité et à la marge de pouvoir s'immiscer dans le processus de canonisation. Et c'est donc toute la question de l'empiètement des commentaires sur les classiques. Et les commentaires devenant les classiques, donc à l'époque des Song, il y a plusieurs exemples, mais pas seulement à l'époque des Song. Donc le corpus des classiques est ouvert, il progresse, et il y a cette dimension de mutabilité, d'ouverture. Si bien que
les moments de fixation du corpus sont très importants, puisque ça ne peut pas être une ouverture perpétuelle, et il y a bien des moments où on fait le point, par exemple après une destruction, pour rappeler qu'il y a néanmoins des fondamentaux qui incarnent ce passé tutélaire, immémorial dont je parlais. Et donc les rééditions de classiques, il y en a 6 entre les Han et les Song, et la dernière gravure sur stèle des 13 classiques se fait, je crois, au XVIIIe siècle. Peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a ces moments, donc cette dialectique du stable et de l'instable, de l'ouverture et de la fixation, qui se joue aussi à travers les techniques, puisqu'à l'époque des Song, les techniques de xylographie relancent la production d'incertitudes sur les variantes et installent une nouvelle période de déstabilisation interprétative. On est donc face à un processus de canonisation ouvert, voire parfois erratique, mais qui reste fortement ancré dans la conviction que j'évoquais à l'instant. Au fondement de l'histoire, il y a de l'ancestral, disons l'immémorial. Et cet immémorial est ce qui redevient accessible à n'importe quel moment de l'histoire lorsqu'il s'agit précisément d'exercer l'autorité capable de donner forme à l'histoire. Et je ne parle pas seulement ici de l'historiographie classique, mais d'une large gamme de productions lettrées. Autrement dit, il faut entendre l'organisation symbolique que prennent en charge les lettrés au sens fort. L'agir lettré, de par ses productions, mais aussi sa ritualité, est organisateur du monde. Et c'est pour cela que l'historien américain Mark Edward Lewis parle de textes comme équivalent intellectuel de l'Empire. Bon, un exemple très fameux pour donner un peu plus de chair à ce que je dis. C'est un texte des Song, écrit par un grand réformateur, Fan Zhongyang, au début du XIIe siècle. Et beaucoup de Chinois aujourd'hui connaissent ce texte, hein, notamment la phrase Xian tianxia zhi you er you, Hou tianxia de le, pardon, Hou tianxia zhi le er le. Donc la fin, les lettrés de l'Antiquité, enfin, ces gens de les rois sages de l'immémorial, étaient soucieux bien avant que le monde ne soit en souci et ne connaissaient la joie que bien après la joie du monde. Ce passage célébrissime, écrit par ce lettré réformateur, restitue bien le type de rapport au passé que les lettrés chinois pouvaient se formuler à une époque intermédiaire comme les Song, où l'on voit parfois les prémices de la Chine moderne. Ici, les hommes bienveillants de l'Antiquité appartiennent clairement à cette modalité de l'immémorial dont je parlais. Ils sont en un sens séparés du locuteur, mais en un autre, ils lui demeurent accessibles en vertu d'une homologie de situation et d'implication morale par rapport au peuple, par rapport à l'empereur, et de la capacité à formuler cette dernière. L'évocation de cette relation à la fois intime et distante à l'antique se traduit par une claire distance d'avec les contemporains, manifestement incapables d'un tel compagnonnage. Dans le même temps, elle s'accompagne d'une présence médiée à soi-même qui est directement liée à une qualité d'engagement dans les tâches statutaires. En d'autres termes, la hiérarchie dont je parlais, la hiérarchisation entre le passé immémorial et les différents passés, n'est pas dissociable d'un certain interventionnisme émanant de la dimension inférieure d'un certain interventionnisme lettré. S'il paraît important d'insister sur un tel passage, c'est parce que ce qu'il décrit à l'échelle individuelle vaut au fond également à l'échelle d'une relance dynastique. Le rapport à l'immémorial n'est pas fondamentalement différent. Alors, ayant cela à l'esprit, on est sans doute mieux à même de comprendre l'épaisseur signifiante des destructions dont parlait Simon Leys. Alors, bon, là, vu qu'il me reste... Christophe, de combien de minutes ai-je le droit de déborder? Ah ben, c'est toi qui vois. Si tu veux avoir un échange avec les gens qui t'écoutent, il faudrait quand même bien que tu t'arrêtes à la demi en principe, mais bon. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer autant que possible de m'éloigner de mes notes pour m'attacher à mes slides. Comme ça, je serai obligé de courir la poste tout en étant, si possible, un peu clair. Donc, là, nous avons un extrait du Zhou Zhuan qui est tout à fait intéressant. Il est étudié par l'historien Wu Hong, l'historien sino-américain, dans son ouvrage majeur que je cite, je crois. Non, je ne le cite pas, en tout cas pas ici. Monumentality, ce livre de 1995 qui parle de l'émergence d'une monumentalité chinoise, mais que Wu Hong
prend bien soin de distinguer des monuments au sens moderne. Et pourquoi? Parce que, précisément, selon lui, s'il n'y a pas de monument sous les RAN, au sens où nous l'entendons, il n'y a pas de monumental au sens physique, architectural, sous les RAN antérieurs, ils arrivent à partir des RAN postérieurs, mais en revanche, il y a bien de la monumentalité dans les bronzes à travers cette intentionnalité dont parle Alois Riegel et qui est citée également par Wu Hong. Alors, non, je ne vais pas m'attarder sur ce passage. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ici? C'est qu'il y avait une interpellation d'un... Donc, c'est un dialogue. Il y a le ministre Zhou, donc le bon ministre, hein, puisque Zhou, c'est le royaume de Zhou qui est décadent à l'époque de Zhouzhan. En fait, si l'on veut, l'âge d'or de Confucius. Et l'état de Chu, c'est un mauvais état dans la narration du Zhouzhan. Et donc l'envoyé de Chu demande au suzerain Zhou quelle est la taille des 9 tripodes. Alors les 9 tripodes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais bon, c'est une symbolisation de l'unification de l'Empire. C'est un attribut du pouvoir. Donc il y a un émissaire qui veut se renseigner sur la taille des tripodes. Et donc la réponse du ministre Zhou, c'est de dire qu'on ne doit pas poser de questions sur le poids et la taille des tripodes. En effet, ces tripodes sont supposés avoir été réalisés, donc ces chaudrons commémorent non seulement les ancêtres ayant initialement fait fondre ou acquis des objets rituels, mais aussi tous les souverains les ayant détenus dans le secret de leur temple. C'est donc tout un pédigree qui est réactualisé à travers ces objets et à travers les sacrifices ancestraux dans lesquels ils étaient impliqués. Et il y a là une dimension transrègne, transdynastique, et qui fait dire à Wu Hong que ces objets sont devenus un symbole non seulement d'un pouvoir particulier, celui des Xia, mais celui du pouvoir suprême. Bien, je vais avancer. Du symbole transcendant du pouvoir suprême qui intéresse évidemment toute une ribambelle d'empereurs par la suite. Là, nous avons une image, il y en a des dizaines de représentations de cette scène, de Qin Shi Huangdi, le fondateur de l'Empire, mais qui est également un empereur, disons, à la réputation sulfureuse, allant repêcher l'un des tripodes dans la rivière Se pour s'accaparer cet attribut de pouvoir. Je passe sur ces points. Alors, un mot sur les collections impériales. Ça, c'est le moment classique où l'orateur, seul devant son ordinateur, ressent un petit moment d'affaissement, mais ça va passer. Oui, alors, ce qui résiste après les Han est fort durablement, parce que Wu Hong termine son ouvrage sur un chapitre qui parle de la révolution artistique, selon lui, des Han postérieurs, de l'après-Han, de la période des 6 dynasties. Et il affirme que donc il y a une individualisation du rapport, une sorte d'esthétisation du rapport à ces vieux objets. Alors, c'est indéniable. Néanmoins, ce sur quoi je vais insister dans mon propos, c'est le maintien de certaines catégories d'objets et de leur valeur aux yeux des lettrés qui en parlent. Et donc, on le voit notamment dans le phénomène des collections. Quand on parle de collections, on devrait parler de trésors, en fait, au niveau impérial, c'est-à-dire c'est le lieu où sont amassés les attributs du pouvoir, qui sont essentiels à l'autorité. Parmi ces attributs, les tushus, les cartes et écrits, occupent une place éminente, les livres donc. Et l'on sait que, comme l'a souligné Jean-Pierre Drège dans son livre, le 91, sur les bibliothèques avant l'âge de l'imprimé, que la possession des tushus garantissait la capacité, comme il dit, aussi bien talismanique que pratique, à gouverner. Mais il y a un aspect qui est celui de l'accaparement des souverains. La recherche
semble avoir été constante et jusqu'à la fin de l'Empire de totaliser dans le palais impérial la variété des productions lettrées de tous ordres. Et là, il y a un exemple très parlant sur lequel je voulais m'arrêter, qui est ce récit. Finalement, nous allons nous y arrêter puisque ce sera plus parlant qu'un propos savant. C'est donc, excusez-moi, je retrouve. C'est donc le récit d'un Zhang Yanjiang qui est Zhang Yangyuan, qui est l'un des premiers historiens de l'art et dont le grand-père s'est vu demander par l'empereur, par l'intermédiaire d'un eunuque, de livrer à l'empereur la totalité de ses œuvres les plus prestigieuses. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'empereur se fend d'un édit en réponse à la lettre que lui écrit le grand-père de Zhang, et on observe une rhétorique, l'emploi d'une rhétorique qui est précisément la rhétorique lettrée. Donc on voit dans ce type d'exemple l'imbrication et le fait que ce rapport de patronage impérial aux œuvres qui peuvent passer par les collections lettrées, les collections privées, eh bien, participe aussi d'une logique du don. Hein. Il y a de l'accaparement, mais il y a aussi une circulation des dons, et l'empereur s'accapare les objets des collections privées aussi pour pouvoir, alors il se les accapare pour les garder par devers lui, et on a l'exemple notamment de cette magnifique copie de la fameuse préface au pavillon des orchidées de Wang Xizhe, dont nous n'avons pas l'original, puisque l'original est sans doute dans la tombe de Tran Taizong, si je me souviens bien, empereur du 7e siècle, qui a tenu à se faire enterrer avec les rouleaux originaux de ce parangon de l'écriture calligraphique. Mais donc, il y a cet accaparement, mais il y a aussi la possibilité pour l'empereur de redonner, de faire circuler les biens qui ont été amassés dans les collections impériales. Alors, que se passe-t-il sous les Song ? Finalement, je me sens assez glorieux d'avoir conservé 5 minutes pour parler du cœur de mon sujet. Donc, les Song. Que se passe-t-il à l'époque des Song ? Poser la question n'implique pas nécessairement de valider les éloges rétrospectifs de l'invention du Qin Shi Xue, mais de se demander ce qui demeure et ce qui change dans cette tension dialectique à l'instant évoquée, et où une certaine conscience patrimoniale chinoise va commencer d'émerger. La dynastie Song est certainement un moment de stabilisation institutionnelle et de redéfinition du pacte de co-gouvernance entre souverains et lettrés, cette relation dialectique dont je parlais à l'instant. Dans ces premiers temps en particulier, elle met provisoirement un terme à une longue séquence d'incertitudes, celle des 5 dynasties, qui entra la mémoire des Song et qui chercheront à conjurer cet épisode de désunion. L'avènement des Song est donc un moment où opère à plein, comme à d'autres moments de l'histoire chinoise, cet écart productif entre immémorial et discontinuité interdynastique dont nous avons parlé. Les lettrés, promus comme force motrice par les premiers empereurs des Song à travers l'extension et la systématisation du recrutement par les examens, s'y trouvent puissamment impliqués, non seulement comme bureaucratie salariée, mais aussi comme idéal de conduite et comme groupe d'influence à tous les niveaux. L'investissement des lettrés dans le projet dynastique se traduit par une dépendance particulière des empereurs Song à l'endroit du savoir dont les lettrés sont porteurs. Cette dépendance n'est pas adventice, elle porte sur la définition même de ce que les sinologues anglo-saxons appellent l'emperorship, autrement dit une forme de normativité transcendant l'intervalle d'un règne particulier. Et donc, c'est précisément, il y a des règles qui s'imposent à l'empereur, et ce sont ces règles qui vont s'imposer dans l'accumulation d'objets à la maison impériale, notamment à la fin des Song du Nord, mais surtout dans une innovation qui va avoir lieu et qui a effectivement attiré l'attention des modernes, celle de l'établissement de catalogues de ces collections. Alors, Huizong, que l'on voit ici, je m'excuse de ne pas avoir mis l'ensemble des références qui auraient été possibles, hein, mais le PowerPoint n'est qu'un PowerPoint. Huizong est lui-même pleinement un lettré, il n'attend pas d'être empereur pour amasser des objets, c'est un esthète. Et ce qu'il faut dire, c'est que
à son époque, le réseau des rapports lettrés devient extrêmement dense comparativement à celui des Tang. L'impression est celle d'un bouillonnement intellectuel propice à la multiplication des points de vue et à la floraison des goûts. Cela amène Alain Schnapp à s'émerveiller du fait que dans la Chine des Song, la collection s'identifie avec un style de vie. Et ce, comme dit Alain Schnapp dans son ouvrage qui vient de sortir, que j'ai par ici, sur l'histoire universelle des ruines. Magnifique ouvrage, superbement illustré, publié au Seuil en 2020. Donc, la collection comme style de vie, quelques 3 ou 4 siècles avant la Renaissance européenne. Un style de vie qui se met naturellement en scène, notamment dans la peinture de l'époque, comme dans cette œuvre d'un peintre collectionneur, Li Konglin, qui représente un groupe de lettrés contemplant un chaudron Ting. Nous en avons ici une reproduction, une copie, c'est une reproduction d'une copie qui est au musée de Taïwan, de Taipei, mais bizarrement, dans la copie de Taipei, il n'y a pas le chaudron, mais le chaudron est à Pékin, je peux le garantir. Tout cela pour inciter sur un point. C'est bien dans la société des lettrés fonctionnaires que se trouvent les prémices de la grande innovation associée à la collection impériale de Huizong, celle du catalogue. Alors, très rapidement, puisque bon, là-dessus, ce sont des choses qui sont bien présentées, notamment par certains chercheurs américains dans des travaux tout récents. Il y a donc le Krakutu, le catalogue des recherches sur les antiquités de Lutalin, qui va inspirer la collection Xuanhe. Et c'est dit explicitement par un des fils de Huizong, non, pardon, un des gendres de Huizong, Cai Tao, qui est le fils d'un grand conseiller, du grand conseiller de Huizong, peu importe, qui explique que, dans un passage que je trouve intéressant, que la catalogue de la collection de l'empereur s'est inspiré d'un catalogue de collection privée. Ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est le raccourci narratif. La production du catalogue lui-même semble à l'origine directe de l'appréciation, au sens de la prise de valeur, des items contenus dans la collection. Non seulement sa diffusion fait connaître largement la dilection de l'empereur pour un certain type d'objet, mais cette valorisation impériale se traduit immédiatement par le renchérissement des objets concernés. Et ce passage en témoigne directement. Alors, il y a un personnage central qu'il faut mentionner même en passant, et il m'en excusera, c'est Ouyang-Xiu. Ouyang-Xiu, qui est un très grand réformateur et également du début des Song, et également l'auteur, non pas d'un catalogue, mais d'un registre, d'un lot, d'un inventaire en fait, qui va lui aussi faire florès, mais qui va représenter comme une seconde tradition. Là, ce sont les autres personnages qui sont associés à cet antiquarianisme des Song. Donc, il y a 2 écoles. Il y a le catalogue de Lutalin qui inspire le catalogue de la collection impériale, et il y a une tradition d'antiquaire qui travaille sur des estampages. Alors, un mot sur les estampages qui font l'objet d'une très belle étude de Lia Wei, ma collègue à Pékin, actuellement en Europe comme moi, je le crains, mais une très belle étude que nous espérons publier dans Perspective chinoise sur la valeur historique des estampages. Et ce qu'il faut dire, c'est que les estampages sont une technique qui devient commune à partir des Tang, mais au départ, pour assurer la diffusion des modèles d'écriture. Ça a aussi une finalité esthétique dans le fait de diffuser les modèles calligraphiques. C'est-à-dire que des calligraphies peuvent être gravées sur pierre pour être estampées afin de faire l'objet après de publications témoignant de l'excellence de ces modèles. Mais dans le cas de ces lettrés, Ouyang-Xiu, Liu Chang, la pratique de l'estampage des inscriptions sur bronze apporte quelque chose d'autre. Il s'agit pour eux de compléter et parfois de corriger une tradition scripturaire devenue pléthorique et dont les erreurs apparaissent structurellement favorisées par leur mode de transmission basé sur la copie. Et là, il y a... voilà,
ça, c'est une formulation de Liu Chang dans la préface de son ouvrage qui a été perdu, mais on a la préface. On voit qu'ici, on est loin de l'émergence d'une archéologie ou de l'approche objectivante du passé que voudraient y voir les modernes. Certes, une démarche critique est à l'œuvre qui cherche à se doter, disons, d'une documentation de première main. Et on sera d'accord avec l'historien américain Jeffrey Moser pour dire que, dans une certaine mesure, s'invente là une nouvelle norme de validité privilégiant les mots gravés dans le métal ou la pierre sur les mots transmis oralement ou transmis dans les manuscrits. Cependant, il faut bien voir dans le même temps que la dimension intentionnelle, dont parle Riegel, Alois Riegel, demeure pleinement active. Et on le voit de manière éminente dans le fait que ces redécouvertes de bronze ancien pavent le chemin d'une pratique qui se répand sous les Song, notamment du fait de l'empereur Huizong, la fabrication d'imitations de bronze à finalité rituelle. Attardons-nous un exemple, encore quelques minutes et je conclurai, sur un autre exemple qui montre bien que l'historicisation du passé qui s'affirme bien sous les Song ne ressemble pas à une enquête visant froidement à établir des faits. On est encore dans un monde où, si j'ose dire, les faits et les valeurs sont encore étroitement imbriqués. Voyons la préface du Tin Shelu, le registre des métaux et des pierres de Zhao Mingchan, qui se situe donc dans la filiation de Ouyang-Xiu. Vous voyez ce passage. Bon, on ne va pas s'y attarder puisque j'ai déjà dépassé mon temps, mais si on le lit attentivement, on se rend compte que la volonté de critique repose encore entièrement sur des bases non questionnées de préséance de la prééminence du savoir lettré, du savoir lettré qui est à même d'établir des distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et finalement, les distinctions qui opèrent dans ce type d'antiquarianisme ne sont qu'un des prolongements, parmi bien d'autres, de cette capacité à distinguer et à hiérarchiser des lettrés. Je dis les choses trop simplement. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'Ouyang-Xiu amasse une large collection d'estampages, je passe. Et j'en termine avec, donc ça c'est le modèle alternatif, celui qui va faire florès à travers la reprise de ce format tripartite à la cour. Où l'on voit, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a ce caractère d'épure que note bien Jeffrey Moser qui est donné à la stylisation, au dessin stylisé, schématique de ces récipients rituels. Les images ici sont des lignes organisatrices, sans rien qui indique la matérialité, voire la patine de l'ancienneté. Des peintures ou des photos, pire encore, produiraient un effet tout différent dans un catalogue. Ce qui se joue à travers ces représentations, c'est encore la possibilité d'une mise en présence, celle de cet immémorial sur lequel s'adosse l'autorité du savoir. Et je voudrais souligner, comme le fait d'ailleurs Moser, mais à partir d'une autre approche, la dimension autoréférentielle de ce dispositif. La monstration de l'immémorial, à travers ce raccordement de l'intention présente à l'ambition des anciens, n'est pas compréhensible sans un horizon de référence implicite qui est l'agir lettré lui-même. Et ce point pourrait être développé notamment à partir de la façon dont se formulent à la même époque les discussions et les controverses lettrées sur fond d'un ensemble de règles implicites qui donne une place éminente à la figure du porteur de savoir. Voilà, je vais en arriver à ma conclusion, puisque, et ma conclusion sera un petit peu sans filet, mais il y a cette remarque d'Alain Schnapp qui porte sur la deuxième tradition, sur la tradition Ouyang-Xiu, celle des antiquaires, celle des collecteurs, etc. Je remarque là aussi, dans cet aperçu tout à fait judicieux, que la comparaison que Schnapp fait avec la contemplation des ruines de l'époque pré-romantique, au XVIIIe siècle, eh bien, c'est qu'il y a encore cette idée que la contemplation est un processus actif, processus actif de contemplation des traces,
et qui fait partie intégrante de l'agir lettré. Et l'autre aspect, c'est la sélectivité, hein, la sélectivité des objets qui sont chargés d'incarner cette excellence lettrée. Si on peut dire avec Julien Gracq qu'il y a un pouvoir séparateur de l'œil qui s'accentue à l'époque des sondes, il faut rappeler que ce regard reste fermement orienté dans un certain sens. Alors, je conclus avec quelques remarques griffonnées pour dire que, et après, donc, je serai heureux de pouvoir échanger avec vous, pour dire d'abord, alors, il y a un parcours, excusez-moi, je vais mettre une image plus plaisante, un parcours a été, j'essaie d'accomplir ce parcours d'une trajectoire. Évidemment, une trajectoire, tout dépend des coordonnées qu'on se donne. Donc là, ce qui m'a permis de tenir dans une forme de... Parce que, bon, évidemment, les choses peuvent être prolongées au-delà des sons jusqu'au bouillonnement actuel. Enfin, les choses pourraient être mises en perspective encore plus loin. Mais ce qui permet, malgré tout, de tenir un propos, j'espère, cohérent, c'est le point de fuite de la configuration patrimoniale actuelle, que m'a permis de comprendre l'expérience patrimoniale aussi bien européenne que chinoise actuelle. Donc, en procédant comme cela en spirale, en montrant qu'il y a cette bipartition du rapport au passé avec un passé immémorial et les différents passés des époques historiques, eh bien, on procède en spirale, mais finalement, ce récit en spirale, c'est un peu celui auquel procèdent les lettrés eux-mêmes, lorsqu'ils se demandent la façon dont le passé s'impose dans leur présent. Alors, si on veut dégager des tendances de cette configuration traditionnelle chinoise et la façon dont elle s'est heurtée à la configuration patrimoniale, qui, à mon avis, repose sur les mêmes bases que l'européenne. C'est-à-dire que l'étatisation chinoise, la construction de l'État, qui évidemment a une histoire impériale, mais son renforcement à travers l'État-nation au XXe siècle, fait que la patrimonialisation chinoise fonctionne dans le même sens que l'européenne. C'est-à-dire, on retrouve à travers des gens comme Yang Shechang et d'autres, et à travers le FEI aujourd'hui aussi, ces trois tendances que je dégageais, l'historicisation, la disciplinarisation et la pluralisation des points de vue. Néanmoins, comme elle s'est heurtée frontalement à une configuration, c'est-à-dire une configuration traditionnelle qui avait sa logique propre, et à travers une élite qui s'est extraite de cette logique, en s'en détournant explicitement à la fin de l'Empire et sous la République, en étant farouchement anti-traditionnel. Hein, c'est la particularité de la modernité chinoise, d'avoir été anti-traditionnelle. Eh bien, il y a quelque chose de très imbriqué, de très fragmenté, de très compliqué en fait, puisque si on veut décrire cette configuration traditionnelle chinoise, elle repose sur d'autres bases que notre patrimonialisation à nous. Et ces bases, si je devais la résumer en 3 mots, ce serait la hiérarchisation, ce serait la circularité, le fait que les copies sont toujours à l'origine, et ce serait, alors dit en négatif, ce serait le flou des catégories, mais en fait, c'est en fait la possibilité de donner de la consistance à quelque chose qui est virtuel. Et ça se joue notamment dans les codifications, dans la titrologie, dans toutes sortes de pratiques lettrées. Et donc, je pense utile d'interroger la trajectoire patrimoniale chinoise sur fond de modernité actuelle, indéniable, aussi pour interroger nos trajectoires de recherche, trajectoire collective, s'entend, aussi bien européenne, occidentale que chinoise, et asiatique au sens large, avec tous les guillemets qui conviennent, pour réfléchir sur ce que nos sociétés entendent par patrimoine et sur la façon dont nos travaux contribuent ou non à en infléchir le sens. Je vous remercie.